Partagez donc avec nous vos différents commentaires et avis. Tout à l'heure, avec le directeur général adjoint de l'ANDF, nous allons en parler suffisamment. Ce sera au forum de discussion. Mais pour l'heure, nous parlons crypto-monnaie avec Samuel Mac-Poncé-Abraham. C'est devenu désormais un rendez-vous pour expliquer en réalité avec vous ce que c'est que la crypto-monnaie et les avantages qu'offre donc cette monnaie aux citoyens. Alors, bonjour, comment allez-vous ? Je vais bien, monsieur le journaliste. Et vous? Ça va, super. Merci d'accepter notre invitation crypto-monnaie. On en parle et on en parlera encore. J'ai bien envie de m'intéresser aujourd'hui aux attitudes des États, des institutions et banques centrales depuis 2019 et puis en 2020 face justement à cette crypto-monnaie-là. Disons d'abord que la crypto-monnaie est une monnaie initiée par un seul individu, connu sous le nom de Satoshi Nakamoto. Bien sûr. Et lorsque Satoshi a lancé cette monnaie dans le Bitcoin, et le 3 janvier 2009, Satoshi disait que désormais, cette monnaie échappe au contrôle des banques centrales. Donc c'est une monnaie décentralisée. Très bien. Autrement dit, c'est chaque individu qui crée son compte, qui gère son compte. D'accord. Qui fait ces transactions sans intermédiaire, sans barrière géographique, de manière hyper sécurisée. Et la monnaie créée n'appartient plus à nos régions, mais au monde entier, à telle enseigne que quand vous avez l'unité monétaire au Bénin, ça vaut la même valeur partout dans le monde. On parle du caractère fongible de la monnaie. Très bien. Mais face à ça, une monnaie dont les principes sont DEM-DEM-DEC-DEC, c'est-à-dire dématérialisation monétaire, décentralisation monétaire, décolonisation monétaire et démocratisation monétaire, les banques centrales très tôt se sont inscrites en faux contre la crypto-monnaie, Bitcoin, et toutes les crypto-monnaies ou tokens, jetons, qui s'en découlent jusqu'à aujourd'hui, au-delà de 3000 déjà. Mais laissez-moi vous dire que nous étions en 2017. 2017, c'est la florescence et la floraison de la crypto-monnaie. C'est-à-dire que chaque jour, en 2017, il y avait au moins une crypto-monnaie qui naissait. D'accord. Mais en décembre 2017, le Bitcoin a atteint 20 000 $ pour la toute première fois dans l'histoire du crypto-monde. Et en janvier, il y a la Corée, il y a l'Inde, il y a la Chine qui ont mis l'embargo sur le Bitcoin. C'est-à-dire que, étant donné que le Bitcoin fonctionne sur un système décentralisé, basé sur la blockchain, la chaîne des blocs, fonctionnant sur la preuve de travail, c'est-à-dire le proof of work en anglais, ça veut dire qu'on a besoin des mineurs pour que les transactions passent. Or, l'énergie est très moins chère dans les 3 pays que je viens de citer. Donc, les mineurs, les fermes de minage s'étaient installées dans ces 3 pays, ce qui faisait que les transactions se passaient rapidement. Mais quand l'embargo a été mis, ça veut dire que ces fermes de minage devaient fermer. Mais au lieu de fermer, elles ont quitté pour aller s'installer à Hong Kong, à Singapour, à Malte, ainsi de suite. Pendant ce temps, le crypto-monde a commencé par souffrir. Donc la valeur du Bitcoin qui était à 20 000 $ en 2017, à partir de février 2018, a commencé par dégringoler jusqu'à atteindre 3 400 $ environ en février 2019. Mais cela n'a pas arrêté le crypto-monde, la cryptosphère, le crypto-univers. On était le 14 novembre 2018 à Singapour, lors du FinTech Festival, où Christine Lagarde, l'actuelle présidente de la BCE, la Banque centrale de l'Europe, qui était à la tête du FM, du Fonds monétaire international, prononçait un discours à l'endroit des banquiers centraux, disant ceci, je la paraphrase, cessons de lutter contre la crypto-monnaie, la monnaie numérique. Autrement, nous finirons par rester la seule feuille morte restant sur un mort. C'est-à-dire que face à la crypto-monnaie, le système bancaire traditionnel n'a plus le pouvoir. Or, l'anglais dit, if we cannot beat them, join them. Si vous ne pouvez pas le battre, devenez son ami. C'est alors qu'en avril 2019, la France a dit oui aux crypto-monnaies. Du 28 au 29 juin
à Osaka au Japon, le G20 s'est réuni. Et à la sortie de leur assise, les pays du G20 ont déclaré, je paraphrase, les crypto-monnaies ne portent pas préjudice à l'économie mondiale. Et par la suite, aujourd'hui, nous constatons que nous sommes en Europe. Le 14 mai 2020, la France a testé sa crypto-monnaie nationale, l'euro digital, avec la Société Générale Forge. Et dans toute l'Europe aujourd'hui, quand on prend les Pays-Bas, l'Allemagne, c'est des pays qui sont déjà favorables à la crypto-monnaie et qui sont en train de militer pour que l'Europe ait sa propre crypto-monnaie. Nous sommes en avril 2020. Avril 2020, en Asie, la Chine a lancé sa crypto-monnaie, Digital Currency for Electronic Payment. Et aujourd'hui, nous voudrions vous dire que, qu'on veuille ou pas, les banques centrales, si elles ne se convertissent pas, heureusement qu'elles le font déjà, elles vont disparaître. Parce que la crypto-monnaie n'a pas besoin d'elle pour fonctionner. Et ceux qui veulent s'intéresser à la crypto-monnaie n'ont pas besoin des banques centrales. Raison pour laquelle, comme je le disais, if we cannot beat them, join them. Quand on ne peut pas abattre quelqu'un, quand on ne peut pas battre quelqu'un, on devient forcément son ami pour avoir la paix. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand nous sommes également en Asie, il y a la Corée qui enseigne déjà la crypto-monnaie aux écoliers. La Corée du Sud enseigne déjà la crypto-monnaie aux écoliers. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la crypto-monnaie, c'est le temps de la crypto-monnaie. Et l'UNICEF prend déjà la crypto-monnaie, Bitcoin et Ethereum, à partir d'octobre 2019. C'est pour vous dire que la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est la monnaie de notre temps. Et les banques centrales qui luttaient contre aujourd'hui se sont déjà converties et massivement. Alors, la question que cela me suggère en même temps, c'est de savoir quand même, parce que c'est une préoccupation importante, quelles sont les implications que cela pourrait avoir sur l'avenir des pièces ou des billets que nous utilisons actuellement un peu partout, et puis sur l'économie. D'office, partons de la notion de Covid-19. Avec Covid-19, il est dit que le virus se transmet de main à main. Et de manière nasale également, ou de manière buccale. Mais il a été dit que pour éviter le Covid-19, il faut éviter les contacts physiques, contacts directs. Donc il faut faire attention à tout ce que nous faisons circuler comme pièces et billets. Or, pièces et billets de banque sont physiques. La monnaie fiduciaire, la monnaie créée par les gouvernements, par les banques centrales, ainsi de suite, sont des monnaies physiques, matérielles, qui se transmettent de main à main. Ça veut dire que, comme déjà et au Portugal, aux Pays-Bas, ainsi de suite, les commerçants prennent beaucoup plus la monnaie numérique pour vendre. Excusez-moi, ça veut dire qu'avec les pièces et billets de banque, le virus là existe et on ne sait quand ça va cesser si véritablement cela est en train de tuer tel que nous sommes en train d'apprendre. Alors, aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'avenir des pièces et billets de banque, les Coréens ont disparu. Mais ils ont existé pour un temps. Bien sûr. Aujourd'hui, nous parlons des pièces et billets de banque. Les pièces et billets de banque aujourd'hui disparaissent bientôt, car lorsqu'on a sondé le Bureau de règlement international et a sondé les banques, 66 banques centrales au début de cette année 2020, laissez-moi vous dire qu'il y a 20% contre 10% l'année passée qui déjà se sont engagés à émettre leur propre crypto-monnaie qu'on appelle CDBC, c'est-à-dire CBDC, Central Bank Digital Currency. Et la Suède est déjà en train d'expérimenter sa crypto-monnaie en dehors des pays que je viens de citer. C'est-à-dire quoi? Si la Banque centrale s'intéresse à la crypto-monnaie, c'est dire que d'ici peu, les pièces et billets de banque vont disparaître. Parce que ce sont les banques centrales qui émettent pièces et billets de banque. Mais elles sont en train de se convertir dans la monnaie digitale, la monnaie numérique, la crypto-monnaie. Cela voudrait dire quoi? Il n'y a même plus une question à se poser. L'essentiel, c'est de commencer par s'apprêter pour ne pas être en retard. Donc, la crypto-monnaie, c'est la monnaie de notre temps. C'est la monnaie du XXIe siècle, sinon à partir du XXIe siècle, grâce à Internet. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons pas le choix. Nous allons utiliser la crypto-monnaie ou rien.
La crypto-monnaie ou rien, c'est ce que vous nous apprenez, M. Samuel Makonse Abraham. C'est toujours un plaisir de vous avoir par ici. Merci beaucoup. C'est mon devoir. À très bientôt. Vous passez une excellente journée. Merci. La suite de 5 sur 7 matin, nous allons à présent parler donc de la propriété foncière. Je vous l'annonçais à l'entame de cette émission. Ce mercredi, notre forum s'intéresse donc à l'insécurité foncière au Bénin. Mais quelles sont les dispositions qui sont prises par le gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances et plus précisément la NDF? Des stratégies ont été mises en œuvre, notamment on parle du cadastre national, on parle du code foncier domanial. Bien de choses ont été faites par l'exécutif pour sécuriser les terres et permettre aux citoyens d'acquérir en toute quiétude et en toute sérénité la terre. Nous en parlons avec le directeur général adjoint de la NDF que nous installons juste après la pause. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu.